Bonsoir à tous, bienvenue dans le NASPORT Show comme tous les soirs pour décortiquer l'actualité sportive de la région Nouvelle-Aquitaine. Ce soir, on va parler nautisme à J-1. Ça y est, du grand départ officiel de la 12e édition de la Route du Rhum. Jean-François Pibre sera avec moi en studio pour vous donner les favoris, pour vous rappeler le parcours de la course ou encore le dispositif mis en place par Namedia. On va parler également rugby avec des nouvelles du 15 de France, avec une arbitre de Nouvelle-Aquitaine qui va arbitrer la finale de la Coupe du Monde féminine. Et puis on parlera hockey sur glace ou encore basket. Bref, le NASPORT Show sur tous les terrains de sport comme d'habitude. Et ça commence maintenant. Les conditions météo sont bonnes, pas d'avis contraire pour prendre le départ du NASPORT Show, donc on peut y aller. Juste avant d'accueillir Jean-François Pibre, on va vous montrer la vidéo du jour parce que c'est assez impressionnant, une vidéo qui nous vient du Pays Basque. Regardez ça, c'est signé de nos amis du comptoir du surf, direction la route en fait entre Saint-Jean-de-Luz et Hendaye sur la Corniche. Un public émerveillé venu en nombre face aux premiers surfeurs qui affrontent la célèbre la vague Bellara. Image absolument splendide. Il faut avoir du courage là, pour surfer cette vague Bellara du côté du Pays Basque. On va rester sur l'eau, je vous le disais, et on va attaquer la page nautisme avec le départ officiel demain 14h15 de la Route du Rhum. Pour en parler, j'accueille avec moi en plateau Jean-François Pibre. Salut Jean-François. Salut Benjamin, bonjour à tous. Jean-François, c'est sérieux, là on a sorti les lunettes parce que ça y est, c'est officiel. Demain, enfin, les skippers vont pouvoir s'élancer depuis Saint-Malo pour la 12e édition de la Route du Rhum. Il n'y aura pas de dernière minute de changement. Hein. Non, pas de changement, tout est bon. Les bateaux continuent de sortir du port depuis ce matin. Les derniers seront les classes 40, ce sera demain matin. Donc tout est en place, ou presque, effectivement, pour un départ, comme vous l'avez dit, Benjamin, de 14h15 demain. Demain, 14h15 depuis Saint-Malo pour rejoindre Pointe-à-Pitre, vous le savez. Jean-François, tu vas nous commenter un petit peu la carte du parcours pour remettre un petit peu les conditions de course en tête de nos téléspectateurs, même si vous avez eu le temps avec ce report de voir un petit peu ce parcours sous toutes les coutures, mais on va le rappeler donc en images grâce à Paul Maison-Regnault, le parcours de cette 12e édition de la Route du Rhum, Jean-François, qui part de Saint-Malo. Qui part de Saint-Malo, hein, comme le veut la tradition. On met à peu près un jour et demi, grosso modo, pour sortir un petit peu de tout ça, commencer à contourner un peu le long des côtes françaises. Après, on se dirige tout simplement vers les Açores, les Alizés, c'est là où on passe. On arrive donc après 6500 km, on va le dire en kilomètres, c'est plus pratique pour les gens. On arrive du côté ouest de la Guadeloupe, on contourne la Guadeloupe et on arrive donc à Pointe-à-Pitre. Et pour les plus rapides, donc les ultimes, eh bien, le record, on le rappelle, il est de 7 jours, 14 heures, 21 minutes et 47 secondes. C'était Francis Joyon il y a 4 ans. On rappelle un petit peu les principales difficultés. Là, si ça a été reporté, c'est tout simplement parce que les conditions météo ne permettaient pas le départ de l'épreuve. Tu parlais du passage des Açores. C'est notamment un moment charnière, Jean-François, dans la course. C'est là où il faut prendre des décisions justes. Ouais, souvent, d'autant que la météo sera bonne. Hein. Autant, effectivement, on a eu ce report, on en a parlé depuis 3 jours sur l'antenne. Mais alors, par contre, une fois que ça va être parti, ça s'annonce particulièrement clément. Donc, la stratégie au bout de 48 heures sera sûrement déterminante parce qu'après, ça s'annonce plutôt beau avec des vents juste ce qu'il faut pour aller au bout. Donc, il y a ceux qui vont passer à l'est, d'autres à l'ouest et même peut-être tout droit. Ce qui a été très rare depuis le début de la course en 78. Hein, quand on voit les différents parcours des 11 premiers vainqueurs, on voit bien que celui qui passe tout droit, il n'y en a eu que un, je crois. Les autres sont toujours passés par les côtés. Et là, on nous prédit effectivement des possibilités de passer tout droit et avec des records qui pourraient tomber dans toutes les catégories. Parce que bien sûr, on parle logiquement du vainqueur, du grand vainqueur, hein, celui qui battrait le record ultime, sans jeu de mots, mais dans toutes les catégories, je vais y arriver. En IMOCA, on pourrait être en dessous des 11 jours. En Ocean 50, on pourrait être en dessous des 10 jours. Et pour terminer, dans les classes 40, 14-15 jours pourraient être possibles si la météo le permet. Oui, hallucinant hein, maintenant. On voit d'ailleurs à l'image, on va rappeler avec Jean-François les différentes catégories. Sur les images que vous avez vues, signées Victor Pérez-Boucheron à l'édition et Paul Maison-Regnault à la réalisation, c'était des ultimes. Donc là, on voit la cartographie des différentes
catégories. Jean-François, c'est très précis. Là, vous le voyez à l'image. Tu peux nous rappeler toutes ces catégories présentes sur le départ de la Route du Rhum? Bien sûr, on distingue d'abord les deux grandes catégories qui sont les multicoques et les monocoques. D'abord, c'est la première distinction à faire. Ensuite, dans les multicoques, donc vous le voyez à l'écran, les ultimes, les grands, hein, ceux qui vont gagner forcément la course, suivi des Ocean 50, 50 pieds. Ensuite, on a les Rhum multi, toujours dans les multicoques, avec 64 pieds. Puis donc de l'autre côté, si j'ose dire, de l'écran, vous avez donc les monocoques avec les IMOCA, 60 pieds, les fameux classes 40, 40 pieds par définition, et les Rhum mono qui font, eux, de leur côté, 39 pieds, Benjamin. On les voit à l'image grâce à la petite infographie signée Victor Pérez-Boucheron. Parmi toutes ces catégories, tu le disais, c'est forcément un ultime qui va gagner. Mais au sein des ultimes, on parle beaucoup, là, les bookmakers. J'ai vu chez nos amis anglo-saxons, place Charles Caudrelier, favori de cette édition. Tu es d'accord avec ça, Jean-François? Oui, je suis d'accord et tous les spécialistes le sont également. Charles Caudrelier, c'est vraiment pour sa première participation, hein, il faut le souligner, sur son bateau Maxi Edmond de Rothschild, qui fait vraiment figure de grandissime favori, tout simplement. Il a le bateau pour, il a l'expérience pour. Donc c'est vraiment lui qui est en tête de gondole, si j'ose dire. Derrière, on va trouver, sans trop de surprise, on va trouver François Gabard, qui était deuxième déjà il y a 4 ans sur Lazartigue, qui sera peut-être vainqueur ou pas loin, un petit peu comme il y a 4 ans. Et puis ensuite, on va trouver quelqu'un comme le Cléache, évidemment, qui pourrait jouer les oiseaux de mauvais augure, entre guillemets, pour les autres. Aussi, Thomas Coville. C'est pas impossible aussi que Thomas Coville, si devant ça pouvait casser, parce que ça peut casser, faut pas oublier ça. Thomas Coville, mais qui est comme un outsider. Et puis enfin, on va parler du vainqueur en titre, c'est-à-dire Francis Joyon, qui a le même bateau, qui a ce bateau qui reste sur 3 succès dans cette transat. La 4e, ça va quand même être compliqué. Et Francis Joyon, il est le premier. On le voit à l'écran, hein, son bateau d'ailleurs, magnifique. IDEC, effectivement. Il reprend effectivement le chemin du grand large. Mais Francis Joyon, il est là plus, on ne va pas dire pour s'amuser parce que c'est pas le terme évidemment, mais en tous les cas, il est là pour prendre du plaisir. Il sait que gagner et conserver sa coupe sera très compliqué, c'est une évidence, mais en tous les cas, Francis Joyon est très très heureux. On l'a rencontré samedi dernier, il était joyeux, souriant, détendu. Alors, allez savoir, peut-être qu'à 66 ans, ça serait quand même, Benjamin, un formidable exploit. Ça, Ouais, c'est sûr. on a vu Jean Leca mettre tout proche de l'exploit sur le Vendée Globe, alors que c'était le vétéran de l'épreuve, Ouais. avec le sourire aux lèvres et sans pression. On ne sait jamais, ça peut arriver. Tiens, on a vu Idexport, le bateau de Francis Joyon, le tenant du titre. On a vu aussi, je ne sais pas si on peut le revoir à l'image, mais le bateau de notre ami François Gabard, le Lazartigue, là, qui était absolument magnifique. Le voilà, là, qui est en train de surfer véritablement sur l'eau. Il vole, c'est hallucinant. On a vu, grâce à nos confrères de l'équipe TV, avec notre ami France Piron, qui vient régulièrement rendre visite à la Nouvelle-Aquitaine, puisqu'elle vient souvent sur l'île d'Oléron. Elle a visité là, le bateau de François Gabard. C'est assez impressionnant, hein. C'est quasiment une voiture de Formule 1. Jean-François, il a tout simplement une bulle en verre au-dessus de sa tête qui peut se rétracter ou qui peut facilement eh bien, être en décapotable ou pas, hein, comme une voiture de course finalement. Comme ça, il n'a pas de vent ni de vague dans les dents. Et puis, il a des boutons de partout sur son volant. Il fait ce qu'il veut avec, pour les foils, pour tout. Bref, c'est devenu hallucinant. Ouais, c'est hallucinant. Puis, alors, tu parles d'une Formule 1, mais on peut presque comparer aussi à un avion de chasse. Tellement, effectivement, cette espèce de carlingue droite fuselée, où justement on met juste sur sa tête, comme tu disais si bien, pour se protéger, comme dans un avion. Et là, il a, comme dans un cockpit, alors ou de Formule 1 ou d'avion de chasse, c'est comme on veut, mais je pense que les deux images sont très bonnes. Et là, il est seul à bord. Le bateau, on l'a vu la semaine dernière, il est à quai, il est exceptionnellement grand déjà, c'est imposant, c'est vraiment un géant de mer. Il y a quasiment 30 mètres, je crois, de longueur, un petit peu plus, c'est fabuleux. Et on imagine, on s'imagine humblement, Benjamin, moi seul sur ce... Non, j'y vais pas, personne n'y va, il y a que des grands champions qui peuvent y aller. C'est pour ça que François Gabard, qui en plus a toutes les capacités pour le faire, et puis en plus il a forcément dans un coin de sa tête sa 2e place de l'an dernier, voilà, puisqu'il est quand même en tête, il faut le rappeler, tout au long de la course, il y a 4 ans. Il est vraiment coiffé sur le poteau par Francis Joyon. Donc, quand on est un champion, quel que soit le sport, quand on est dauphin et qu'on perd comme ça dans des conditions, on va dire, un petit peu cruelles, je pense que quand on est un vrai compétiteur, et c'est son cas,
dans un coin de sa tête, forcément, il l'a. Ça, c'est sûr, hein. François Gabard, il a beau avoir souvent le sourire, ça reste un compétiteur acharné. On ne sait pas exactement ce que font tous les skippers là maintenant, à l'heure où l'émission se déroule. On sait une chose, on l'a entendu hier d'ailleurs dans la bouche de quasiment tous les skippers. Jean-François, il y a eu un tel va-et-vient avec ce report des sponsors, notamment des organisateurs de la course, des équipes techniques dans les bateaux, que la plupart des skippers, en fait, tout bêtement, ont passé les dernières heures à nettoyer leur bateau. Ça peut paraître bête, mais on aime bien avoir sa chambre rangée quand on va dormir. Là, c'est pareil pour les skippers. On aime avoir son bateau propre quand on prend le départ. C'est la même chose. C'est ce que disait d'ailleurs hier Marc Guillemot. Hein, si les gens nous ont suivis hier, c'est ce que Marc Guillemot disait. Il a passé un temps fou à tout nettoyer. Il faut que ce soit propre, net. Vous savez, c'est quand on range sa chambre qu'on nettoie sa tête. C'est pareil pour un skipper, surtout devant 7 jours ou plus. Hein, ça dépendra bien sûr de la course de chacun. Et cette propreté, c'est une façon de se concentrer aussi. Hein. C'est pas que le rangement, je crois. C'est aussi une façon d'entrer véritablement dans sa course, parce qu'il y a beaucoup de festivités qui ont été prolongées à Saint-Malo, puisque voilà, la course aurait dû démarrer dimanche et elle démarre finalement que demain. Donc il y a eu quelques fêtes, quelques cérémonies, on va dire, supplémentaires. Donc ça peut aussi vous sortir d'un peu de la compétition, et ces 48 heures ou 24 heures même de rangement, de ménage, hein, pour employer un terme très simple, et bien ça permet aussi de se reconcentrer, en sachant qu'on peut le préciser aussi aux téléspectateurs, c'est que la quasi-totalité des skippers ce soir va dormir à l'hôtel, même si les bateaux sont sortis. C'est leurs skippers adjoints qui seront sur les bateaux cette nuit, et eux ne viennent sur le bateau que demain, quelques heures avant justement le départ, pour justement passer une dernière nuit au chaud dans un vrai lit, parce qu'après, c'est une banquette, hein. Et c'est là où on se rend compte qu'il y a beaucoup de parallèles avec la Formule 1 et cette compétition incroyable qu'est la Route du Rhum. Vous allez d'ailleurs tout savoir, hein. À la veille du départ, on vous propose de revoir notre émission présentée par Virginie Valentini. Alors, là, on a parlé des favoris et des skippers les plus connus. On a parlé de Francis Joyon, de François Gabard, notamment de Caudrelier. Là, on va s'intéresser à Maxime Sorel, à Justine Métro ou encore à Tanguy Le Turquet. C'est l'émission quotidienne présentée depuis Saint-Malo par Virginie Valentini. On vous propose cette émission et nous, on revient juste après pour la suite et la fin du NAS Sport Show. Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans le grand direct de la Route du Rhum destination Guadeloupe. À la veille du grand départ de cette 12e édition, les concurrents et concurrentes sont de nouveau dans les starting blocks. Ils s'élanceront ce mercredi à 14h15 exactement. Et regardez, c'est notre image du jour, les 138 marins à nouveau réunis une dernière fois ce matin pour le traditionnel briefing de départ de course. Sécurité, fichier météo, rappel des instructions et des recommandations pour la zone de départ et rappel de la procédure. Toutes les informations clés ont été distillées par Francis Le Goff, le directeur de course, et ses équipes. Voilà un moment symbolique qui a lancé le compte à rebours des 24 heures avant le grand départ donc de cette édition 2022. Place maintenant à la concentration. Ils vont tous rentrer dans leur bulle et avant cela, 3 skippers de la classe IMOCA nous font l'amitié d'être avec nous. À mes côtés, Justine Métro, la skipper suisse de Teamwork. Bonjour Justine. Bonjour. Après des débuts très réussis en mini transat, vous avez multiplié les expériences pour devenir l'une des plus redoutables compétitrices de cette classe IMOCA. Vous vous apprêtez à disputer votre toute première Route du Rhum destination Guadeloupe avec un foiler performant. Dans quel état d'esprit vous êtes à la veille de ce départ ? J'ai hâte d'y aller, hâte d'être en course. Je pense qu'il va y avoir des belles conditions, du beau match avec tous les concurrents de la classe, donc ça va être top. Maxime Sorel, le skipper de VNB Montbaya Mayenne. Bonjour Maxime, bienvenue, merci d'être avec nous. Alors vous vous élancerez sur votre 3e Route du Rhum destination Guadeloupe, une très belle course en 2014 pour votre toute première, et puis ensuite en 2018 un dématage qui avait laissé des traces. Vous êtes de retour néanmoins avec un super bateau hyper performant. Vous êtes aussi originaire de Cancale, Maxime. Ce contretemps, c'était l'occasion d'aller un peu vous faire coucouner en famille. Bah ouais, complètement. C'est sûr qu'on est très attendu. Le bateau était jamais venu ici à Saint-Malo, donc on a eu beaucoup de gens à passer voir le bateau et c'est ce qu'on attend, hein, la ferveur du Rhum.
Et puis avec nous également Tanguy Le Turquet. Bonjour Tanguy, le skipper Bonjour. de Lazare. Merci d'être avec nous. Vous avez été révélé comme Justine sur la Mini Transat. Vous êtes ensuite passé par le Figaro pour faire vos classes également, parfaire votre apprentissage. Vous allez disputer vous aussi votre toute première Route du Rhum destination Guadeloupe avec un bateau à dérive, mais qui reste, on va le voir, compétitif. Cette course, vous l'abordez avec beaucoup d'envie, mais peut-être une charge émotionnelle un peu particulière, puisque vous allez aussi être papa pour la première fois incessamment sous peu. Ouais, exactement. C'est ma première Route du Rhum. C'est ce qu'on se disait avec Justine. On a une trajectoire un peu, c'est pas similaire, mais on se suit depuis 2013. Ma dernière transat en solitaire, c'était en 2015. Donc, j'ai hâte d'y retourner. Et oui, j'ai dit au revoir à Clarisse ce matin, qui attend notre premier enfant. Donc, c'est un moment un petit peu particulier, mais bon, on l'accepte. Dans ma tête, je suis déjà en mer. Avec Clarisse Kramer que l'on embrasse et à qui on envoie plein de belles ondes positives. Vous venez d'assister, on l'a vu, au traditionnel briefing de veille de départ, de course. On sait désormais de façon assez précise ce qui vous attend en termes de conditions sur le début de cette transat. À quelle sauce allez-vous être mangé? A priori, des conditions idéales pour partir et un jeu assez ouvert, Tanguy? Ouais, en fait, c'est vrai qu'on part dans des conditions qui sont beaucoup plus sympas que dimanche, en tout cas à Saint-Malo. Donc de ce point de vue-là, c'est top. Après, le menu reste copieux. On a tout de même des passages de front. La grosse différence avec si on était parti dimanche, c'est qu'il y a des escapes. On peut décider ou non d'aller passer ses fronts. On peut aller se mettre à l'abri. Voilà. Moi, en tant que compétiteur, je vais forcément essayer d'aller chercher la trajectoire optimale. Donc voilà, je sais qu'il y a un gros menu qui nous attend. Et j'imagine que vos concurrents qui sont ici sur ce plateau vont également aller chercher la route certainement la plus rapide et pas forcément la plus confortable. On va rappeler le parcours qui vous attend quand même. On va regarder avec vous 3543 milles. Ça fait un peu plus de 6500 km à parcourir pour allier Pointe-à-Pitre avec plusieurs temps forts et à commencer, Maxime, par la sortie de la Manche où le trafic maritime est intense. Mais ouais, c'est sûr, ça va être intense. Alors je pense qu'il y aura quand même moins de gens sur l'eau là mercredi au départ, mais il faudra être prudent. On sera au prêt pour aller rejoindre le Cap Fréhel et ensuite ça va quand même tricoter pas mal le long de la côte jusqu'à Ouessant. Et après on ira chercher ce fameux premier front qui est quand même assez coton. On a 40-45 nœuds dedans et 5 à 6 mètres de creux, donc ce sera pas les vacances. Voilà, il va falloir dégolfer pour aller chercher les alizés et puis donc arriver sur Pointe-à-Pitre avec le tour de l'île, on le rappelle, dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Un petit coup d'œil également à la zone de départ, ce départ qui va être donné au large de la Pointe du Groin avec une information qui a été donnée lors de ce briefing de départ. La ligne a été réorientée pour forcer un départ bâbord. Ça, c'est pour éviter les éventuelles collisions, trop de croisements sur le départ. Justine, on redoute toujours un petit peu, surtout là, une flotte de 138 bateaux. C'est toujours un moment de tension assez important, ces départs. Oui, c'est sûr. Surtout que là, il y a une très grosse flotte. On est répartis en catégories, mais si on forçait pas la ligne, ça pouvait engendrer des croisements assez rapidement. Donc c'est sûr que c'est bien d'avoir un peu plus le temps de voir venir les choses. Et puis, nous, on est quand même sur des bateaux relativement rapides, qui sont de plus en plus fermés aussi, avec peu de visibilité. Donc voilà, on sait qu'il va falloir être très prudent sur cette phase-là et qu'on sera content de passer déjà la porte du Cap Fréhel et puis ensuite la Pointe-Bretagne de cette sortie de tout ça sans incident si possible. Et le passage du Cap Fréhel qui devrait se faire à peu près 1 heure après le départ avec le trophée CIC Cap Fréhel pour le plus rapide d'entre vous. On a vu des visages assez tendus quand même, on va pas se mentir, la semaine dernière à l'approche du premier départ qui devait être donné dans des conditions assez extrêmes. Beaucoup de tension, beaucoup de stress. Vous avez le sentiment d'avoir laissé pas mal d'énergie dans cette phase d'incertitude, Tanguy ? Alors en ce qui me concerne, non, j'étais vraiment dans ma bulle. D'ailleurs, je suis arrivé au briefing le samedi quand ils ont annoncé le report. J'ai un peu tombé des nues, j'étais vraiment dans ma bulle et moi j'étais prêt à partir. Je pense que nous en IMOCA, on était les bateaux probablement les plus aptes à passer ce genre de conditions. Voilà, mais l'expérience fait que... j'ai appliqué ma méthode, je suis resté dans ma bulle, j'ai profité de ces 2 journées pour rentrer chez moi, profiter des conditions de vent et de mer pour aller faire du kite et me détendre. Et voilà, j'ai pas lâché trop d'énergie et je suis prêt, je suis dans des bonnes conditions pour partir demain. Maxime, vous partagez le sentiment de Tanguy, vous étiez prêt à aller au front avec ce bateau que vous n'avez pas beaucoup éprouvé, hein, même si vous avez navigué un maximum, ça reste encore très, très neuf tout ça.
C'est sûr que c'était plus rassurant hein, de prendre cette décision. J'avais pas du tout imaginé qu'on pouvait décaler une grosse machine comme la Route du Rhum pour toute la logistique que ça comprend. Mais moi, je trouve que je me suis aujourd'hui plus mis dans la course grâce à ce report que ce que j'ai pu être avant le briefing de samedi. C'est vrai qu'en tant que Malouin, on est très très sollicité. Il y a beaucoup de partenaires, il y a beaucoup de choses à faire. Donc moi, c'est que du plus. Je suis encore plus reposé. Une petite question juste à Justine sur ce point-là. Est-ce que vous avez l'impression d'avoir trouvé la sérénité à laquelle vous aspiriez, d'avoir réussi à vous remettre dans votre bulle à la veille de ce départ? Ah oui, c'est sûr que c'était plus simple avec le report. Et puis surtout, là, on est dans des conditions qu'on a déjà rencontrées, où on sait ce qu'il faut faire. Et il y avait quand même une grosse inconnue. Si on était parti dimanche, on se dit oui, ok, on imagine qu'il va falloir faire les choses de telle ou telle manière. Mais voilà, c'est des conditions que personnellement, je n'avais pas encore rencontrées, que ce soit en équipage ou en solo. Donc voilà, c'est sûr que là, on sait beaucoup plus où on va et ça aide aussi à se mettre mieux dans la course. Alors Maxime, on va revenir sur vos premières routes du Rhum, puisqu'on le disait, c'est la 3e pour vous. La toute première, c'était en 2014, une très jolie course. Vous aviez terminé 23e, mais premier bateau vintage. Ça, c'est pas un classement officiel, mais c'est un petit challenge que vous mettez au sein de la classe. Quel souvenir vous gardez de cette route du Rhum? C'était ma toute première, hein. C'était un peu la découverte de la course au large, première traversée atlantique, première grosse course en solitaire, la rencontre avec VNB, 8 ans après ils sont encore là, donc ouais c'était assez exceptionnel. J'ai le souvenir de l'odeur en arrivant proche des côtes de la Guadeloupe. L'odeur des îles Ouais, quand on arrive. je vous laisserai découvrir, mais c'est juste dingue et je crois qu'on s'en rappelle à vie. Donc ouais, quand on arrive de cette route du Rhum au départ de Saint-Malo de la maison, c'est vraiment quelque chose qu'on n'oublie pas. Alors, vous êtes originaire de Cancale, on l'a dit, on est ici dans votre jardin. Cette route du Rhum, elle a bercé votre enfance, elle a une place particulière dans votre cœur de marin. Le public est toujours très chaleureux à votre égard. Oui, c'est celle qui m'a donné envie de faire de la course au large. Moi, j'ai tiré mes premiers bords à Port-Mer, donc juste à côté de la Pointe du Grouin, hein. C'est l'école de voile dans laquelle j'étais quand j'étais gamin. Et avec les parents, on allait forcément voir tous ces marins partir sur des bateaux tous plus incroyables les uns que les autres. Et j'ai eu envie de me lancer un défi. J'étais ingénieur, je travaillais à l'époque, un défi de faire cette course, traverser l'Atlantique et réaliser la route du Rhum. Donc c'est comme ça qu'est née cette passion. Et ensuite, VNB m'a dit, mais pourquoi on n'irait pas plus loin? Et là, on a construit le bateau que vous voyez, un nouveau classe 40, le Mac 40.3, pour aller faire la route du Rhum 2018 et avant 4 saisons. Alors, ça avait super bien commencé, cette course. Hélas, une avarie qui a mis fin à ce rêve, hein, alors que vous caracoliez dans le paquet tête, 5e, vous veniez de toucher les alizés. On va revoir ce moment de l'annonce de votre abandon, la mort dans l'âme. Salut à tous, il est 2h TU et on est lundi matin. La journée où je devais monter en haut du mât pour changer l'aérien. Eh ben, c'est le mât qui est venu à moi. Voilà. Là, ça fait déjà 1 heure que j'essaye de batailler. Et j'ai réussi à remonter un bout du mât sur le pont. Terminé. Maxime, vous êtes de retour sur cette route du Rhum cette année avec une superbe machine, on en parlera. Est-ce qu'il y a quand même encore un goût amer, une petite revanche à prendre, ou est-ce que c'est complètement digéré ce dématage? Non, on a eu la chance de rebondir sur plusieurs projets. On avait lancé le projet Vendée Globe 2020, maintenant on a construit un bateau. Donc, on voit à l'image ce superbe foiler avec un joli dragon dont on parlera aussi. Mais c'est sûr que ça trotte dans la tête. Là, quand on imaginait partir dimanche, au vu des conditions, on se disait, si on engage trop, à un moment donné, les bateaux, ça reste des machines, c'est un sport mécanique, donc on peut casser. Forcément, j'avais pas envie de renouveler cette expérience, donc je me mets quand même quelques limites. Pour arriver, il faut arriver avec un bateau en entier, quoi.
Alors Justine, vous êtes à la barre d'un très joli bateau aussi, très performant. Ce n'est autre que l'ancien Charal de Jérémy Bayou, qui avait été mis à l'eau en 2018, conçu avec le cabinet d'architectes VPLP. Un monocoque qui était très convoité, que vous avez officiellement récupéré cet été. C'est un sacré coup quand même pour vos débuts en solitaire en IMOCA. Vous imaginiez être à la tête d'un tel bateau? Non, non, pas aussi vite en tout cas. Non, pas aussi vite. C'est vrai qu'à la fin du dernier Vendée Globe, avec mon partenaire Teamwork, on s'était un peu plus rapproché des bateaux de la génération 2016 et qui sont partis très vite. Et nous, on n'avait pas réuni les fonds pour pouvoir lancer un projet à ce moment-là. Et puis l'opportunité de racheter Charalin, elle s'est présentée plus tard. Et puis on a eu vraiment de la chance à ce moment-là de pouvoir le faire, de pouvoir aller au bout. Et puis c'est sûr que pour moi, ça me permet de récupérer un très bon bateau pour un premier projet Vendée Globe. Donc c'est vraiment une chance de pouvoir faire ça. Et alors, vous avez officiellement fait l'acquisition de ce bateau, on le disait cet été, mais vous avez eu l'opportunité quand même de naviguer plus tôt avec, notamment de faire votre qualification pour cette route du Rhum destination Guadeloupe dès le début de l'année, avec une belle passation avec Jérémy Bayou et son équipe qui vous ont bien accompagné. C'était un apprentissage accéléré, ils vous ont donné de belles clés. Oui, c'est sûr. Donc, du coup, avec mon projet, je suis hébergée dans l'écurie de Jérémy, donc Bayou Racing. Et puis, vu qu'on a lancé le projet assez tôt en début de saison, j'ai pu faire les navigations avec lui au mois de mars quand ils ont remis à l'eau, faire ma qualification pour la route du Rhum tout début avril. Et puis, après, Jérémy, il a pu préparer ses courses de début de saison sur ce bateau-là. Donc, voilà, c'est sûr, ça a permis de naviguer avec lui, de progresser plus vite, de récupérer aussi toutes les données de performance du bateau, les polaires, les selects, les tableaux de réglage, etc. Donc tout ça, c'est sûr que ça aide vraiment à progresser plus vite. Et puis aussi, en intégrant l'écurie, d'avoir vraiment toute l'expérience de l'équipe de Jérémy au niveau technique, au niveau de la préparation d'une course comme la route du Rhum. Donc c'est sûr que c'est très riche et moi, ça m'a aidé à me préparer dans les meilleures conditions. Et à montrer de très belles choses aussi en septembre dernier pour le défi Azimut. Voilà, vous avez montré que vous aviez bien pris en main cette machine. Quelles sont vos ambitions dans cette classe? On rappelle, il y a 37 engagés, dont notamment 4 femmes, Sam Davis, Piper et Isabelle Josque qui sont là également. Est-ce que finir première femme, ce serait déjà une victoire en soi? On voit ici la photo, elles sont 7 en tout. Vous êtes 7 en tout sur cette route du Rhum destination Guadeloupe. Non, pour moi, le classement féminin, c'est vraiment pas un objectif en soi. Mon objectif, c'est de faire la meilleure place possible au général, indépendamment du genre des marins qui seront autour de moi. Et puis, voilà, pour moi, ça reste assez nouveau. Le bateau, on l'a mis à l'eau il y a que 3 mois sous ces nouvelles couleurs. Donc, ça fait une préparation très courte pour la route du Rhum. Moi, je dois encore terminer une grande course en solitaire aussi pour me qualifier pour le Vendée Globe. Donc, j'ai aussi ça en tête sur cette course. Et puis, je vais essayer de me concentrer sur le fait de bien naviguer, faire les choses bien, continuer d'apprendre sur le bateau parce que je ne le maîtrise pas aussi non plus complètement aujourd'hui. Et puis on verra le résultat au bout. Tanguy, contrairement à vos 2 adversaires autour de cette table, vous n'avez pas un bateau à foil. Ce sont ces appendices sur les côtés qui permettent de sustenter le bateau. Il n'empêche, votre bateau, qui est l'ancien Apicil de Damien Seguin, 7e du dernier Vendée Globe, est très compétitif. Est-ce qu'il y a cette ambition pour vous, à minima, d'aller chercher la première place en tant que bateau à dérive à Pointe-à-Pitre? Alors à minima, c'est quand même ça serait quand même déjà un beau challenge. Ouais, c'est déjà un très beau challenge. Non, moi je suis un peu dans le même état d'esprit que Justine quelque part. Le bateau, le projet a commencé tard. Ça fait que 3 mois qu'il est aux couleurs de Lazare et j'ai très peu navigué dessus. J'ai eu la chance de faire le défi Azimut, mais c'était ma première course en solitaire et mes premières heures en solitaire finalement sur ce bateau. L'objectif, c'est clairement la qualif pour le Vendée Globe. Je veux terminer cette transat coûte que coûte pour pouvoir avoir dans ma besace cette qualification qui est pour moi très importante aussi dans la recherche de partenaires l'année prochaine qui continue. Maintenant, oui, je suis un compétiteur. Je viens de faire 5 solitaires du Figaro. C'est sûr que quand j'aurai un bateau à côté, je vais avoir envie d'essayer de le doubler. Mais ce qui sera sur le haut de la pile, c'est vraiment de finir la course. Maintenant, c'est sûr qu'on est plusieurs bateaux à dérive. Il y a une belle compétition. J'ai réussi à choper cette place-là sur le défi Azimut. Je vais essayer aussi, mais ça ne sera pas sur le haut de la pile, quoi. Alors vous le disiez, vous n'avez pas hésité à vous endetter pour acquérir ce bateau et vous l'avez loué sur une grosse partie de la saison à Banque Populaire, ce qui fait que vous avez très peu navigué dessus. J'imagine qu'il y a des petites choses à adapter, notamment en termes d'ergonomie. Vous n'avez pas beaucoup pu travailler sur ce plan-là. Est-ce que malgré tout, vous avez le sentiment que ce bateau, il vous va bien? Comment vous vous sentez pour en tirer toute la quintessence?
Je suis super heureux à bord de ce bateau. Alors, j'ai pas navigué sur beaucoup d'IMOCA, mais j'ai la sensation qu'il est vraiment facile. Tout de suite, on a réussi à le faire marcher. Je me suis jamais perdu dans les manœuvres. Même en vitesse, on se débrouille bien par rapport à nos bateaux, nos collègues à dérive. J'ai peu navigué, mais j'ai la sensation que pour l'instant, ça se passe bien. Maintenant, j'ai pas croisé toutes les conditions à bord. J'ai jamais passé de front comme on aurait pu passer dimanche. J'ai jamais fait de portant dans du vent très fort. J'ai encore énormément de choses à découvrir. Donc, tirer des conclusions maintenant serait une erreur. Mais ce bateau me va très bien et je suis très heureux de naviguer avec. Et il faut quand même dire que Damien Seguin avait fait un super boulot à bord. Le bateau est quand même super optimisé. Avec un beau tour du monde, en tout cas une belle fiabilité sur ce bateau qui est toujours importante. Vous avez plusieurs partenaires qui vous soutiennent, en tout cas qui vous ont permis d'être sereinement au départ de cette route du Rhum destination Guadeloupe. Mais derrière l'ambition sportive, il y a aussi cette association Lazare dont vous portez les couleurs. Elle met en relation d'anciennes personnes dans la rue, d'anciens sans-abri avec de jeunes actifs au sein de colocations. Donner de la visibilité à ce projet, c'est déjà une première victoire pour vous? Ce qui est génial avec ce projet en affichant Lazare en tant que partenaire titre, alors je rappelle qu'il ne donne pas d'argent, mais on fait comme si c'était le partenaire titre du projet, c'est que c'est gagné avant même de prendre le départ de la course. On a, à travers ces 10 jours à Saint-Malo, offert de la visibilité à Lazare. On a fait un super baptême samedi. Donc quelque part, c'est gagné. Le projet est gagné avant même d'être sur l'eau. Maintenant, moi, j'ai plus qu'à aller sur l'eau, faire ce que je sais faire et puis en profiter un max. Et ça va apporter encore plus à Lazare, mais c'est ça qui est bien, c'est que la pression est évacuée avant le départ. Ouais. Maxime, vous aussi, vous portez les couleurs d'une association, Vaincre la mucoviscidose. Je crois que vous êtes parrain depuis déjà 2017, avec ce dragon dont on parlait, qui symbolise le souffle. Voilà, un dragon qui fait sensation. Beaucoup de monde sur votre stand. Voilà, ça a fait rêver les enfants. En tout cas, ils sont assez fans de votre bateau. Au-delà d'être magnifique, ce bateau, il a un énorme potentiel aussi. Donc là aussi, on lie l'humain avec la performance. Les deux sont intrinsèquement liés au sein de votre projet? Oui, c'est sûr. Alors le bateau, oui, moi je le trouve magnifique. On a beau ne pas aimer les dragons, il reste incroyable parce que c'est comme une œuvre d'art, ce qui a été réalisé. Clairement, on a la chance d'avoir des partenaires, VNB Montbana Mayenne, qui ont accepté de réduire leur visibilité pour apposer cet emblème, un emblème de puissance et qui rassemble la communauté Vaincre la muco. Le souffle, ce dragon maintenant il vole, donc il volait pas en 2020, il a mûri, il a les yeux rouges maintenant, il est un peu plus énervé. Et oui, il y a du potentiel maintenant. Et le bateau il a 3 mois, on le découvre, donc on part avec des feuilles blanches. Et une belle histoire à écrire sur cette route du Rhum destination Guadeloupe. Vous portez tous les trois un combat, vous Justine. J'ai envie de dire que c'est cet engagement pour permettre la promotion des femmes dans la course au large, en avoir de plus en plus. Hein. Vous êtes très engagé avec notamment ce projet Magenta. Comment expliquer qu'il n'y ait que 7 femmes sur cette route du Rhum destination Guadeloupe, aucune en multicoque? Quels sont les outils dont on dispose pour pouvoir changer la donne? Il y a ces histoires de quotas. Oui, je pense qu'il faut continuer d'encourager la participation féminine au travers de différentes initiatives. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de filières destinées aux femmes qui n'existaient pas encore, même il y a 5 ans. Donc, j'imagine que les femmes qui bénéficient aujourd'hui typiquement de la filière massif féminine, de la filière CMB féminine, qui sont donc des sélections pour sélectionner des jeunes femmes pour après leur permettre de courir des saisons en Figaro sur des projets très compétitifs. Les filles qui sortiront de ça, c'est sûr qu'elles se retrouveront au départ de la route du Rhum un jour, ça j'en suis convaincue. Après voilà, il y a encore peu d'opportunités. Et puis ouais, pourquoi spécifiquement sur cette route du Rhum il y a moins de femmes? Justement peut-être parce qu'on est sur des bateaux qui sont tous de taille assez conséquente, qui demandent un peu d'expérience, et puis peut-être justement que les filières de formation pour les femmes pour accéder à ce support-là, elles sont encore trop réduites. Et The Ocean Race, avec des quotas qui imposent la présence des femmes, permet justement à toutes ces femmes d'acquérir de l'expérience en faisant ce tour du monde en équipage. Complètement. Après, pour aller faire une Ocean Race, c'est quand même un peu le bout de la chaîne. Il faut déjà avoir une expérience. Et j'imagine que pour les skippers de projet, c'est pas toujours facile de trouver des navigatrices assez formées pour ça. Donc, il faut aussi que les circuits intermédiaires, comme le Figaro, comme le Classe 40, etc., s'ouvrent un peu plus à la participation féminine. Et ça peut se faire aussi avec des actions toutes simples, d'emmener des femmes faire des convoyages sur nos bateaux de course, venir découvrir les supports, etc. Ça peut être des petites choses qui, après, leur permettent d'avoir une petite expérience et puis peuvent favoriser leur progression dans notre sport.
Alors ce soir, ce sera la toute dernière nuit dans un lit bien au chaud, qui ne bouge pas. Demain, vous vous mettrez en route donc pour aller sur le départ de cette route du Rhum destination Guadeloupe. Départ, on le rappelle, donné à 14h15. Certains skippers ont leur petit rituel. C'est le cas notamment de Benjamin Ferré. Écoutez-le. En fait, bon, évidemment, grand fan de Zizou. Et du coup, les matins des départs, je colle. En fait, je me fais un scénario dans ma tête, comme la pub à l'époque Volvic avec Zizou. Et donc, je me colle une étiquette de Scopoderm derrière l'oreille gauche pour éviter le mal de mer. Et après, je mets mes chaussettes étanches et je suis assis à chaque fois. Je me dis d'abord la chaussette gauche, après la chaussette droite. Et voilà, et je mets mes bottes et je pars. Et c'est un espèce de petit rituel voilà, que j'ai volé à Zizou. Mais ça me permet en fait d'avoir une petite habitude. Et je fais toujours la même chose, je m'habille toujours de la même façon avant d'aller sur le bateau. Et ça me permet en fait d'être dans un truc serein et sécure avant de prendre le bateau et de larguer l'amarre pour partir prendre le départ. Benjamin Ferré, qui sera donc votre concurrent dans cette classe IMOCA. Est-ce que vous avez vos petits rituels ? Moi non, absolument pas. J'ai pas de petit rituel. J'essaye de passer autant de jours sur l'eau qu'à terre, donc c'est comme c'est mon rituel, c'est d'être sur l'eau. Donc non, j'ai pas de rituel. Je pars sur l'eau comme si j'allais chercher le pain. Maxime. Non, pas vraiment. Peut-être sur la route du Rhum. En fait, la dernière nuit, je dors à Cancale, chez mes parents, et j'embarque à Port-Mer, là où j'ai appris à faire de la voile. Donc, en fait, le bateau fera le tour sans moi le matin, et le Zodiac va venir me chercher à Port-Mer. Un petit clin d'œil. Peut-être parler d'un rituel. Justine, non, pas de superstition, pas de petit rituel. Non, pas vraiment. Je pense qu'on essaie vraiment de se reposer un maximum avant de partir. On espère faire une bonne nuit, bien dormir. Pas toujours puis, facile. Voilà, exactement. Et puis non, ouais, généralement, ça se joue plus non plus vraiment à ce moment-là. Alors, vous allez quitter les bassins de Saint-Malo cet après-midi. Le passage des écluses pour les IMOCA prévu dès 16h. Vous allez donc ouvrir le bal. Vous serez suivi des Ocean 50. Il y aura également le trimaran Flo de Philippe Poupon et l'Ultime Use It Again de Romain Pillard. Et vous vous mettrez tous au mouillage à Dinard. Et puis, les classes Rhum Multi et Rhum Mono sortiront demain au petit matin. Et enfin, ce seront les classes 40 qui sortiront dès 8h. Donc, pour s'avancer sur cette ligne de départ, qui dans votre catégorie pour succéder à Paul Meillat qui s'était imposé en 2018. Voilà, est-ce que vous allez me dire vous je l'espère. En tout cas, voilà, quels sont les concurrents les plus redoutables pour vous, ceux que vous surveillez de plus près? Ouh là là, c'est une grosse responsabilité de répondre à cette question. Je pense que Charlie, il a quand même prouvé qu'il était bien en forme. Il a gagné, je crois, toutes les dernières courses qui ont été faites en IMOCA. Voilà, après, il a de la grosse concurrence. Je pense notamment à Maxime, qui a un bateau un peu similaire. Il y a aussi forcément Jérémy, Thomas Ruyant, et puis pourquoi pas Justine. Ouais, on verra, mais c'est sûr qu'il y a une très belle flotte, beaucoup de concurrents vraiment expérimentés. Et puis, on n'a jamais couru, il n'y a jamais eu de course pour l'instant avec ces 37 bateaux. Normalement, c'est plutôt 25 bateaux. Donc, c'est une première et ça rend aussi difficile de faire des pronostics. Il y a des gens qu'on n'a pas vus forcément de la saison qui pourront faire la surprise aussi. Donc, je pense que c'est vraiment très ouvert. Et ce sera passionnant à suivre. Départ donné, on le rappelle, demain, 14h15, avec un dispositif exceptionnel mis en place par les équipes de C-Sport Penduig pour vous faire vivre ce grand spectacle. Prise d'antenne à 13h25 demain avec Maxime Conny et Loïc Perron aux commentaires. Un départ que vous pourrez suivre sur les réseaux sociaux de la course et sur les chaînes nationales et internationales. D'ici là, vous continuez à suivre sur les réseaux sociaux. Téléchargez également l'application de la Route du Rhum destination Guadeloupe. Demain, départ donc. Et puis ensuite, jeudi, l'excellente Hélène Cougoul pour l'analyse des premiers 1000 et les premières impressions des skippers en course. On vous souhaite une très belle après-midi. Merci à vous d'avoir été présents. Bonne chance dans cette Route du Rhum destination Guadeloupe. Et puis n'oubliez pas, donc, rendez-vous demain à 13h25. Bye bye.
de retour dans le Nasport Show. Merci à Virginie Valentini et à ses invités pour cette émission qui nous met encore plus dans le bain. On le rappelle, demain, le grand départ de la 12e édition de la Route du Rhum depuis Saint-Malo, direction Pointe-à-Pitre en Guadeloupe. Je suis toujours avec Jean-François Pibre avec moi en plateau. Jean-François, on va peut-être rappeler le dispositif mis en place par Namedia et les équipes de Nicolas Coute, parce qu'on va vous plonger en inside pendant toute la durée de cette édition de la Route du Rhum. On aura Nicolas Coute justement du côté de la Guadeloupe, et puis tu vas nous faire des émissions quotidiennes pour nous faire des points courses et avoir plein d'invités. Dès demain, effectivement, Benjamin, ça commence avec le départ, donc c'est 14h15, ça c'est le départ des bateaux, mais nous on prend l'antenne dès 13h jusqu'à 16h, donc 3 heures d'antenne et de direct demain pour le début des réjouissances, si j'ose dire, voilà, et puis après, tous les soirs, on se retrouvera ici même dans ce plateau de 21h à 22h pour débriefer la journée, d'abord d'un point de vue sportif, évidemment, parce que tous les jours, c'est quand même la course qui va quand même nous intéresser et nous préoccuper, c'est une évidence. Nicolas Coute, tu l'as cité, sera à Pointe-à-Pitre et nous fera justement des plateaux avec des invités techniques ou autres, tous les jours, absolument tous les jours. Samedi, changement un peu d'horaire avec 18h à 19h, samedi et dimanche, et puis on repartira dès lundi prochain sur notre quotidienne de 21h à 22h avec exactement le même dispositif, et on l'espère. Donc normalement, si on a bien compris la météo, hein, le grand vainqueur devrait arriver en milieu de semaine prochaine, quoi, à quelque chose près. Et vous allez vous régaler grâce aux équipes de Nicolas et de Jean-François. Vous n'allez pas rester à Caen, vous allez embarquer avec nous pour la grande aventure de la Route du Rhum. Et il y aura évidemment du nouveau chaque jour, mais également sur le site de Namedia, nain.media, pour avoir toutes les dernières infos. D'ailleurs, j'ai vu, on aura peut-être une chronique à ce sujet. Je vais lancer l'idée à notre chef d'édition du jour, Victor Pérez-Boucheron. Il va falloir qu'il se mette là-dessus parce que nous, on est trop vieux avec Jeff. Mais j'ai vu que le départ avait aussi été reporté sur la simulation Virtua Regatta. Alors ça, c'est quand même fabuleux. Aussi. Même en virtuel, le départ a été reporté, Jeff. Incroyable. Au moins, c'est logique, on va dire. Il y a une forme de logique. Voilà. Mais effectivement, je pense que Victor, qui est beaucoup plus jeune que nous, en effet, va se faire un plaisir, Benjamin, de nous tenir au courant de l'avancée des choses de ce point de vue-là. Et on va lui demander même de créer une équipe NATV, un équipage NATV. On rappelle que Virtua Regatta, c'est tout simplement le jeu de simulation. Vous prenez le départ exactement dans les mêmes conditions que les skippers. Il faut prendre les mêmes décisions en fonction de la météo. Il y a plein de choses. On peut payer même pour avoir des équipements supplémentaires comme les skippers. Hein. Les plus gros budgets ont les meilleures chances de gagner. Bref, c'est devenu assez incroyable. Hein. Si on avait dit ça à des gens comme Eric Tabarly il y a quelques années ou à des Olivier de Kersauzon, je pense qu'ils auraient rigolé dans leur barbe. Ah, je pense aussi, mais je pense que même si on leur demandait là, aujourd'hui, ce qu'ils en pensent, je pense qu'on serait sûrement surpris. Et on serait envoyé bouler par Olivier de Kersauzon. De Kersauzon, je pense que ça serait clair et net, mais alors très précis. Et puis un petit mot justement par rapport à ça, parce que Loïc Perron, qui était interviewé dans l'une des quotidiennes qu'on a diffusées cette semaine, à propos de la technique, alors que lui, il a quand même gagné notamment la Route du Rhum, hein, évidemment, et pas que, était le premier à dire, aujourd'hui, je suis quasiment incapable de tout savoir piloter comme les skippers d'aujourd'hui. Lui-même a été admiratif, et c'est là où on sent beaucoup d'humilité chez ces grands champions. C'est de reconnaître que les choses ont évolué dans le bon sens, c'est de reconnaître, moi je suis pourtant pas vieux, parce que Loïc Perron, c'est quand même pas un dinosaure, et bien malgré tout, il reconnaît qu'il était tout simplement impressionné par le dispositif à bord. Et il citait lui aussi ce qu'on a dit tout à l'heure, le bateau de François Gabard, en disant, je suis monté dessus, j'ai vu, je me suis assis, c'est pas Veni Vidi Vici, mais presque, voilà. Il disait, c'est impressionnant, quoi, c'est complètement incroyable. Et c'est Veni Vidi et j'ai rien compris. Et j'ai rien compris, effectivement, et c'était génial de voir un tel champion comme ça, un tel marin, expliquer avec autant d'humilité que il était quasiment comme un petit garçon sur un grand bateau, quoi. Donc ça laisse rêveur, ouais. Et ça va nous donner plein d'histoires à raconter tout au long de cette édition. On voulait juste se quitter avec une petite image avec Jean-François, parce que c'est la dernière fois qu'on va voir cette image-là. Demain, on rappelle départ à 14h15, donc c'est la dernière image de Saint-Malo by Night. By Night, fabuleux. Donc on aperçoit toute la baie de Saint-Malo, vous le voyez à l'écran, qui est encore au repos, bien sûr, avant le grand départ de demain. C'est belles images, c'est magnifique, c'est somptueux. Et c'est même parfois, je trouve, il y a même un peu de poésie finalement dans ces images de
de nuit. Mais tu parlais des innovations techniques, ça clairement on va le dire, que ce soit sur le Tour de France, que ce soit sur les compétitions de Formule 1, de nautisme, sur les compétitions de moto, l'apport du drone d'un point de vue journalistique et d'un point de vue audiovisuel, Jean-François, c'est quand même fabuleux parce que là les images de la baie de Saint-Malo proposées par notre réalisateur Paul Maison-Rognaud sont absolument fantastiques. Bah, c'est fantastique, c'est vraiment, je trouve que ça change tout. Et on n'a sûrement rien vu. Voilà, pour ceux qui sont plus anciens, un peu des gens comme nous, on se souvient du début de l'ère Canal+, hein, pour ne pas citer nos confrères qui ont révolutionné le sport au milieu des années 80 avec déjà des images et des caméras en immersion dans les vestiaires et autres, et puis un nombre de caméras qui s'étaient développées autour des terrains de foot. Quand on voit le chemin parcouru, on s'aperçoit aussi que le média a développé aussi le sport. Le sport ne s'est pas développé tout seul, il s'est aussi développé grâce aux avancées techniques et aux avancées de la presse, entre guillemets, audiovisuelle, bien sûr. Et toi, tu as de la chance parce que moi, quand je regardais les retransmissions sportives sur Canal+, ça faisait bzz, 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 et j'essayais de lire entre les lignes. Je n'avais pas le décodeur. Et je suis sûr que tu les voyais. Et je les voyais, je les imaginais. En tout cas, c'est comme ça qu'on devient après un animateur radio. C'est quand on n'a pas l'argent pour payer le décodeur, en fait, Jean-François. Jean-François, on va le laisser avec ses petites fiches, notamment sur les skippers de la classe ultime, parce qu'il y a plein d'anecdotes à vous raconter, il y a plein d'histoires à vous conter. Il y a aussi plein d'interviews en préparation, des sujets, des reportages. Et puis, on espère très rapidement avoir Nicolas Coute en direct de Pointe-à-Pitre parce qu'il y a eu des petits soucis au niveau des avions, pour tout vous dire. Et on espère qu'on va avoir Nico en direct de Pointe-à-Pitre très rapidement pour, là aussi, vous décrire l'ambiance sur place. Jeff, on te retrouve demain à l'antenne. On rappelle l'horaire. 13h, 16h. Tu seras là, bien évidemment, fidèle au rendez-vous. Merci beaucoup, Jean-François. Bonne soirée. Merci, toi aussi. Et tout de suite, c'est le basket dans le NASPORT Show. Et l'actu du basket, c'est le réveil obligatoire pour les joueuses de Basketland. Ce sera demain à 19h30, espace François Mitterrand pour le club landais qui va jouer son 3e match d'Euroleague contre le club turc du CBK Mersin. Ce sera donc demain à 19h30 avec 2 défaites en 2 matchs, malheureusement en Coupe d'Europe pour les Landaises, 5 défaites en 5 matchs si on ajoute le championnat. Il faut donc absolument débloquer le compteur. Le problème, c'est qu'en face, il y a une équipe du CBK Mersin qui compte dans ses rangs des stars américaines comme Dewana Bonner, comme Jonquel Jones ou encore Brian January et Tiffany Hayes. Ça va être très compliqué. On sera à fond derrière les Landaises demain à 19h30 dans un stade espace Mitterrand qui sera totalement chaud bouillant puisqu'une nouvelle fois à guichet fermé. On file maintenant sur la glace avec du nouveau du côté d'Anglet, le club de hockey sur glace qui fait sa révolution. L'Ormadi, seulement 11e de Ligue Magnus, qui profite de la trêve pour procéder à des changements. Hier, il y avait une assemblée générale qui s'est déroulée et qui a officialisé le départ du président Grégoire Delage, qui, on le rappelle, a démissionné. C'est la liste emmenée par Cédric Cazenab, un chef d'entreprise spécialisé dans la téléphonie mobile, qui l'a emporté. Cédric Cazenab, qui est donc officiellement le nouveau président du club d'Anglet, 11e actuellement de Ligue Magnus. On continue le NASPORT Show avec le journal du rugby. Et on va parler des Bleus pour débuter ce journal du rugby. On rappelle qu'il y a un test match entre la France et l'Afrique du Sud samedi soir à 21h du côté de l'Orange Vélodrome à Marseille. Fabien Galtier qui ne devrait pas révolutionner l'équipe victorieuse de l'Australie le week-end dernier à Saint-Denis. 2 incertitudes toutefois avec Romain Taofi-Fenoua qui pourrait intégrer le 15 de départ tricolore. Également l'incertitude autour de la présence de Jonathan Danty puisque son épouse est sur le point d'accoucher du côté de La Rochelle. D'ailleurs, Jonathan Danty, le 3/4 centre du Stade Rochelais, est arrivé dans la nuit de samedi à dimanche dans la cité maritime pour être présent aux côtés de son épouse. Vous voyez les images de l'entraînement du côté de Marcoussis, le 15 de France, tout sourire donc avant de défier les Springboks qui ont déjà dévoilé la composition d'équipe pour affronter les Bleus. Vous la voyez à l'image avec une grosse armada du côté des Springboks puisque la première ligne sera composée d'Enche, de Bonambi, de Malherbe, deuxième ligne avec Eben et Tsebet avec Franco Mostert, Colisi, Dutoit et Viseux en 3e ligne. La charnière dont il faut toujours se méfier avec Faf de Clercq, que vous le voyez, le blond aux cheveux longs sur l'image. Damien Willemse,
Sur les ailes, Arance et Cheslin Colby, le Toulonnais, qui va d'ailleurs être en charge de buter dans cette rencontre. Et puis au centre, il y aura la paire Allen 2 Krill. Et à l'arrière, ce sera Leroux. On attend encore la composition des Bleus, mais vous le savez, les pays étrangers qui généralement donnent toujours la composition avant le 15 de France. Chez les filles, maintenant toujours en rugby, il y aura une Française en finale de la Coupe du Monde féminine du côté de la Nouvelle-Zélande, Cocorico. Alors malheureusement, ce ne sera pas le 15 de France qui a été battu, on le rappelle, d'un petit point seulement en demi-finale contre les All Blacks, mais ce sera une arbitre, ce sera Aurélie Groiselot, une arbitre 100% made in Nouvelle-Aquitaine, la Rochelaise qui a été nommée par World Rugby arbitre assistante pour cette finale à l'Eden Park. L'ascension fulgurante de la Charentaise maritime Aurélie Groiselot qui continue, elle qui est devenue, on le rappelle, la première arbitre féminine à diriger une rencontre masculine de Pro D2. Aurélie Groiselot qui était récemment l'invitée de Denis Balbir sur les antennes du groupe Namedia et qui évoquait déjà l'Angleterre et la Nouvelle-Zélande. On écoute Aurélie Groiselot au micro de Denis Balbir. L'Angleterre, c'est ce qui se fait actuellement le mieux dans le monde avec la Nouvelle-Zélande. La France est proche derrière, mais c'est vrai que c'est une nation qui a beaucoup travaillé sur le rugby féminin depuis de nombreuses années. Les joueuses sont toutes professionnelles, le championnat est professionnel. Donc c'est vrai qu'elles ont une longueur d'avance au niveau européen. Aujourd'hui, les autres équipes un petit peu en dessous, type l'Écosse, l'Italie, commencent à se battre, mettre les moyens au niveau en tout cas des staffs, au niveau des joueuses aussi. Elles commencent aussi à avoir des contrats, vont jouer dans des championnats où le niveau est un peu plus élevé. Le championnat en France a une bonne cote pour les joueuses étrangères, comme le championnat anglais du coup. Rugby, toujours avec cette fois une info transfert chez les hommes et du côté notamment de la section paloise. Le club du Béarn serait en contact avancé pour faire signer l'ancien demi de mêlée des Wasps, Dan Robson, que vous voyez à l'image. On rappelle que le club londonien des Wasps est en liquidation judiciaire et donc les joueurs se retrouvent pour la plupart libres de tout contrat. Ce serait donc un énorme coup pour la section paloise puisque Dan Robson est tout simplement le 9 remplaçant du 15 de la Rose. Il compte 16 sélections avec l'équipe d'Angleterre. Il pourrait être disponible dès la reprise en novembre et viendrait concurrencer Thibaut Daubagna et Clovis Lebaille. Toujours concernant les supporters palois, on vous donne des nouvelles de l'ancien pilier de la section, Laurens Adrianse, à 34 ans, le Sud-Africain qui a posté un message vidéo sur ses réseaux sociaux pour annoncer qu'il souffrait d'un cancer et qu'il mettait un terme à sa carrière, passée par le Béarn de 2017 à 2021. 89 matchs disputés pour Laurens Adrianse qui a marqué les supporters palois par sa combativité et sa gentillesse. On est de tout cœur avec lui, évidemment, dans ce nouveau combat contre le cancer et on en profite pour vous rappeler que nous sommes toujours au mois de novembre. Movember continue donc, voilà pourquoi j'ai la moustache qui pousse. N'hésitez pas à faire un don sur le site de Movember pour lutter contre le cancer de la prostate, le cancer des testicules ou encore la dépression et le suicide. On termine le Nasport Show avec une petite info football. C'est tout simplement une info qui concerne un banc de Ligue 1, le Jingle Football. Et on vous donne la dernière info de la journée dans le Nasport Show. Avec Bruno Irles, l'entraîneur de Troyes en Ligue 1 qui a été démis de ses fonctions. C'est officiel depuis ce mardi. L'ancien coach de Pau qui est né en Charente-Maritime puisqu'il est né à Rochefort, occupait une honorable 13e place au classement, mais il paye des divergences avec sa direction. Il sera remplacé temporairement par son adjoint. Ce sera donc Claude Robin sur le banc de l'Estac. Voilà pour le Nasport Show. L'émission est désormais terminée. Vous pouvez la revoir si vous avez manqué une partie du Nasport Show sur la page YouTube de NATV. On se retrouve demain, je vous le disais tout à l'heure, avec Jean-François Pibre et Nicolas Coute à l'antenne pour le grand départ de la 12e édition de la Route du Rhum. Ne manquez surtout pas ce rendez-vous incontournable de l'agenda sportif de Nouvelle-Aquitaine. On va se régaler demain avec le départ de la Route du Rhum. Je vous souhaite une très bonne soirée à l'écoute de NATV. Je remercie Paul Maison-Regnault à la réalisation, Victor Pérez-Boucheron à l'édition ainsi que Jean-François Pibre. Bonne soirée à vous et à demain pour la Route du Rhum.